Mais ayant dit cela, je pense que il serait naïf de croire que quelque chose aussi complexe que l'altruisme, qui nécessite une compréhension très fine des causes et conditions voilà, justement, je pense qu'il serait naïf de croire que on peut arriver à décrire quelque chose aussi complexe que l'altruisme dans le cerveau. Je pense que ça demande beaucoup de facultés, donc je pense qu'il y a des régions qui vont être entraînées par l'altruisme, mais l'altruisme lui-même, je pense que c'est un cas sur une partie de ce truc. Je crois qu'il y a une raison très simple aussi du point de vue de la science, notamment de l'évolution. Si quelque chose existe, et je crois maintenant l'existence de l'altruisme véritable, à côté de l'égoïsme, bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'on est tout le temps parfaitement altruiste, ça serait complètement naïf, mais le fait que nous ayons souvent des pensées qui visent principalement, à ce moment-là, à accomplir le bien d'autrui, si ça existe chez l'être humain, s'il y a cette solidarité, cette coopération, cet intérêt pour autrui, cette empathie pour comment on voit déjà bien sûr chez les animaux, c'est qu'elle est utile à notre survie. Sinon, l'évolution est très économe, elle n'aurait pas développé des choses qui ne servent à rien, qui viennent simplement parce que c'est la cerise sur le gâteau, la noblesse de l'individu humaine qui parfois se peut comporter de façon altruiste. C'est évident chez l'animal social, l'altruisme est un facteur essentiel pour la survie d'entraide, prendre soin de l'autre, celui qui est vulnérable, qui est blessé, etc., ne pas s'en désintéresser. L'altruisme ou la compassion peuvent-ils aider à faire face à la montée du fondamentalisme? Normalement, oui, bien sûr. Parce que finalement, qu'est-ce qui mène à une sorte de violence aveugle? C'est d'abord peut-être d'interpréter sa religion. Aucune religion n'a commencé par dire Dieu veut que vous massacriez les uns les autres. Donc, en gros, c'était un message d'amour qui a pu être détourné, on sait qu'il a été sûrement détourné. Mais donc, qu'est-ce que c'est que la violence? Ça commence par une dévalorisation. Si vous accordez de la valeur à l'autre, c'est-à-dire moi je souhaite ne pas souffrir, j'accorde de la valeur à mon aspiration de ne pas souffrir. Si vous accordez de la valeur à l'autre, considérez qu'il aussi a le droit de ne pas souffrir. Donc déjà vous accordez de valeur. Dévaloriser, c'est justement ce qu'ont fait tous les dictateurs. Principé, massacre de masse. Ils traitent des êtres humains comme des cancrelats, des pestes, des rats, des vermines, Hitler à Kadhafi, c'est le cas. Et pour faciliter, Primo Levi a dit, ils n'ont pu nous tuer en masse dans les camps de concentration en nous animalisant. Et nous, pour les animaux, nous avons des objets de consommation, des machines à faire des saucisses. Alors là, évidemment, c'est facile. On passe tout le monde à un broyeur, comme vous avez vu, pour les 50 millions de pouces à mâles tous les ans en France. L'altruisme peut-il être étendu aux végétaux? Les végétaux sont-ils aussi des êtres sensibles? Il y a plusieurs questions. Alors là, aussi bien la science que le bouddhisme a distingué le monde animal du monde végétal. Je crois que ce n'est pas pour rien. Alors, le Dharma parle souvent de non-violence vis-à-vis des hommes, non-violence vis-à-vis des animaux et non-violence vis-à-vis de l'environnement. Alors, quand il parle de non-violence vis-à-vis de l'environnement, c'est un peu assez figuratif parce qu'il ne dit pas non-violence vis-à-vis des cailloux qui s'en fichent sur leur coup de pied ou non, et les arbres, on disent, je veux dire, bon, c'est un problème assez complexe, mais si on analyse bien, par exemple, quand une fleur de tournesol se tourne vers le soleil, de façon mécanique, immédiate, il n'y a pas de choix, on ne peut pas retarder comme un animal qui hésite, etc. Donc c'est très différent, les mécanismes sont très différents, c'est pour ça qu'on distingue le monde animal du monde végétal. Donc quand il parle de non-violence vis-à-vis de l'environnement, c'est plutôt le respect de l'interdépendance qui nous permet une harmonie, justement, dans la biosphère pour tous les êtres vivants possibles dans l'existence. Pouvez-vous nous réexpliquer la différence entre compassion et empathie? Alors très brièvement, alors ça justement c'est une chose que personnellement, moi je ne suis pas ni un grand érudit bouddhiste ni un grand philosophe, mais disons j'ai appris à mieux distinguer les nuances au travers de notre collaboration avec des scientifiques, avec Antoine et Tania et Richard Davidson. Si vous voulez, l'image dans laquelle on le tableau auquel nous sommes arrivés, c'est que l'amour altruiste, la bienveillance, c'est finalement la sphère la plus vaste. A priori, être bienveillant, c'est souhaiter le bien-être d'autrui, donc puisse-t-il être heureux et trouver les causes du bonheur. Dans les causes du bonheur, je peux être inclus. Ensuite, donc, vous avez cette bienveillance qui, a priori, est disponible pour ceux qui rentrent dans le champ de votre attention. Alors, l'empathie, c'est très spécifique. C'est ce qui vous alerte. Quand quelqu'un rentre dans le champ de votre attention, l'empathie vous dit
quelle est sa situation? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est anxieux? Et si vous n'avez pas d'empathie, vous ne ressentez rien de ce que ressent l'autre. Un psychopathe se définit par le fait qu'il ne ressent nullement la souffrance de l'autre, donc il est tout en morceaux, tout ça très bien. Il y a aussi l'empathie cognitive qui consiste à s'imaginer qu'est-ce que pourrait être la situation de l'autre, même si effectivement je ne ressens pas. Donc l'empathie vous renseigne, vous alerte. Alors si la personne souffre, l'amour altruiste devient la compassion, qui est définie aussi bien par les bouddhistes que par les scientifiques maintenant, comme étant le souhait de remédier à la souffrance et à ses causes. Donc en fait, c'est l'amour altruiste, alerté par l'empathie, qui devient, confronté à la souffrance, qui devient la compassion. Vous avez cette chaîne d'événements. Plusieurs questions évidemment aussi sur tout ce qui est animaux, et une d'elles revient sur les animaux de laboratoire. Faut-il proscrire définitivement et totalement l'expérimentation animale? Alors c'est un immense dilemme. A priori oui. Et pourquoi? Parce qu'on ne ferait pas ça à des êtres humains. Et souvenez-vous, on a fait ça avec des prisonniers. On a fait ça avec des handicapés, même dans les pays scandinaves, on considère comme civilisés. Les nazis, bien sûr, ont fait ça avec plein de gens. Donc, a priori, on ne tolérerait de toute façon, à juste titre, les humains, on dit, bon, c'est OK pour les animaux. Donc là, il y a évidemment un problème moral important. On ne peut pas non plus méconnaître que si on voulait, par exemple, on peut être végétarien et vegan, si on veut. Si on voulait, donc en évitant tous les produits qui ont causé la souffrance des animaux, si on voulait étendre ça à la médecine, on ne pourrait pas aller à l'hôpital, parce qu'il n'y a pas un médicament qui peut nous sauver la vie qui n'a pas été fait par l'expérimentation animale, aussi regrettable sur la médecine. Sur 50 prix Nobel de médecine, 30 sont basés sur l'expérimentation animale. Les IRM ont été d'abord mis au point sur des taureaux. Donc je crois que la solution humaine de civilisation, c'est la position adoptée par la Commission européenne, par les institutions européennes, c'est d'ici 2030, peu à peu, de remplacer, si possible, l'ensemble, au moins la vaste majorité de l'expérimentation animale par des techniques alternatives, c'est-à-dire des cultures de cellules pour les produits toxiques, des modèles virtuels informatiques. On peut faire la dissection en 3 dimensions sur une grenouille beaucoup mieux sur un ordinateur que cette malheureuse grenouille sans idolore. Moi, j'ai jamais pu le faire, mais j'en ai vu, malheureusement, quand j'étais à la faculté. Je veux dire, on ne voit rien, c'est une masse de sang et de chair. Et donc, il y a un problème moral qui est difficilement acceptable, mais c'est un dilemme, parce que si effectivement on pouvait sauver des millions et des millions d'êtres humains dans l'avenir, bon, on peut imaginer le point de vue utilitaire. Ça, je crois que la position la plus sage, c'est de faire tout ce qu'il faut, de mettre tous les crédits qu'il faut pour peu à peu éliminer l'expérimentation animale, sans, disons, empêcher le progrès des soins qu'on peut accorder aux êtres humains et, si possible, les étendre aux animaux. Comment expliquez-vous que beaucoup de pays asiatiques qui sont de culture bouddhiste continuent à être mangeurs de viande? Alors oui, alors ça faut d'abord faire la différence entre l'Asie et les multiples. En Inde, vous avez quand même 400 millions de végétariens. C'est pas rien. Ça fait 40% de la population. Évidemment, dans certaines, il y a des bouddhistes en Chine, et les moines chinois sont plus stricts que les Tibétains qui vivent à 1000 mètres. Aucun moine chinois ne mange de la viande bouddhiste. Et, bon. Ceci dit, il y a aussi des pratiques qui sont de grande cruauté. Les gens de culture chinoise mangent les chiens, non seulement ils les mangent, mais ils pensent que la viande est meilleure si on les bat, donc ils les torturent et les battent avant de les mettre à mort, et ça se fait systématique au Vietnam, au Chine et ailleurs. Donc il y a un peu de tout. Enfin, quand même, dans la religion bouddhiste, dans la religion Jain en particulier, qui sont tout à fait parfaites non-violence, eh bien, on voit beaucoup plus ça qu'en Occident. Mais c'est très mélangé. Alors, une question qui appelle une réponse rapide, mais je vous la pose. Est-ce que le fait de consommer la viande bio, pour vous, fait une différence dans la mesure où le traitement préalable aura été respectueux? Ça, c'est des gens qui... Moi, je mange pas de viande parce qu'il y a des hormones, des insecticides. Bon, ça, c'est évidemment de nouveau très centré sur soi-même. Je crois qu'elle soit bio ou non. Que vous soyez un poulet bio ou un poulet pas bio, vous avez envie, c'est de rester en vie jusqu'au bout de votre existence. Comment intégrer l'altruisme dans une société de consommation qui prône le chacun pour soi? Par quoi pourrait-on commencer? Par soi-même. Excellent.
plusieurs questions aussi. Alors sur le Dalai Lama qui avait annoncé sa retraite politique, ça suscite là plusieurs questions. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliciter, je sais bien que ce n'est pas directement le sens de la conférence, mais sur le rôle politique du Dalai Lama, éventuellement le fait qu'il soit le dernier. Voilà, attendez, d'abord, j'essaie de. C'est pas que j'ai la trouille, loin de là, je ne suis pas spécialement. Vous êtes son traducteur aussi. Oui, non, mais attendez. J'ai 80 projets humanitaires au Tibet, donc je continue à y aller déjà, pour le bien des Tibétains. Ceci dit, Dalai Lama, ce n'est pas un mystère. Il a dit, notamment en France, parce qu'il est venu en France après avoir annoncé, il a dit: j'ai mis fin à 400 ans de confusion entre le pouvoir temporel et spirituel. Je l'ai fait librement, parce que les Tibétains ne me demandaient pas. Je l'ai fait fièrement et joyeusement. Et quand il disait librement, il ajouté en France, pas au moment de la Révolution française. Donc il a effectivement, il n'a plus aucune responsabilité politique. Et quand le dernier Dalai Lama, je ne sais pas pourquoi tout le monde dit ça ces jours-ci. Le dernier chef politique, en fait, je pense que c'est ça. Ah oui, ça, mais non, attendez, maintenant il y a une administration tibétaine en exil qui a été élue démocratiquement. Il a essayé d'établir la démocratie dès qu'il est arrivé en Inde, tout jeune. Ça a pris un peu de temps, mais c'était son souhait dès le départ. Peut-on imaginer qu'une femme devienne Dalai Lama? Moi, j'ai rien à imaginer, mais lui, il l'a dit très souvent. Il a dit, au temps préhistorique, c'était l'âge de muscle, donc macho, la force physique, l'âge de l'homme. Après, l'intelligence, la renaissance, donc les opportunités égales, c'est pas encore réalisé pleinement, mais enfin, théoriquement, l'égalité de l'homme et de la femme. Il dit, l'âge vers lequel nous devons aller, c'est l'âge de l'altruisme et de l'empathie, et pour ça, à son sens, la femme est peut-être plus naturellement prédisposée. Donc il a dit, dans ce cas, puisque le but du Dalai Lama c'est le service des autres, si une femme veut mieux le faire, non seulement il pourrait, mais il devrait être une femme. Quelqu'un qui n'a aucune expérience, mais qui est intéressé par la méditation, combien d'heures de méditation par jour faut-il pratiquer pour garantir la maîtrise des émotions? Commencer par 18 heures sur 24. Alors je pense que, je ne sais pas, d'après les études faites sur des populations novices quelques mois, montrent que 20 minutes par jour déjà font une différence. Et puis alors si vous trouvez que c'est vraiment trop, je vais vous donner Alors au début je trouvais ça tout à fait comique, mais en y réfléchissant, c'est plus malin que ça. J'ai un ami qui travaille à Google et qui a un joyau de riz, c'est comme ça qu'il s'appelle, le joyau de riz à Google, qui a écrit un livre, c'est le mec, chercher, comment il appelle ça en français, chercher en web, parce que c'est Google Search, non, c'est pas sûr. Alors il dit, oui, il faut faire toutes les heures, vous arrêtez pendant 10 secondes, d'accord, et vous allez pendant 10 secondes, vous n'allez pas sauter au bout des gens dans le convoyeur, c'est ce qui est un peu gros si vous faites ça. Mais vous allez vous dire pendant 10 secondes, en regardant autour de vous, par la fenêtre, dans le bureau, dans le métro, puissent ces gens être heureux, s'épanouir dans l'existence, être en sécurité. 10 secondes. Il exagère, 10 secondes, c'est super facile. Mais si on dit si vous faites ça, pas forcément 10 fois 24 heures, mais ne serait-ce que 5 fois pendant 10 secondes, eh bien, ça met en mouvement quelque chose. Après ces 10 secondes, on ne peut pas tout de suite ficher une claque à quelqu'un. Ensuite, regardez, quand vous débouchez une bouteille de parfum pendant 10 secondes, je ne sais pas souvent ça, mais après vous la rebouchez, le parfum reste un peu plus longtemps. Si vous le débouchez suffisamment de fois à 10 secondes, le parfum reste longtemps. Donc je pense que c'est une bonne chose pour invigorer, enfin, réactiver cette tendance à l'ouverture à autrui. Et donc, en gros, on pourrait dire 20 minutes par jour, plus 10 secondes, plusieurs fois toutes les heures. Donc ça marche, ça marche. La réincarnation.